Nous sommes le mardi 26 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur TH Matin. C'est devenu comme un challenge pour moi. Chaque fois que je dois venir à cette émission, je me demande ce que je pourrais bien vous dire pour maintenir en vous cette flamme, cette force morale qui vous maintient debout malgré les vicissitudes de la vie. Ce que je pourrais vous dire pour que vous puissiez chaque matin croire que aujourd'hui ne sera pas forcément comme hier, que vous puissiez vous lever et reprendre les choses là où vous les auriez laissées la veille. Parce que il faudra y croire toujours, même s'il n'y a pas d'histoire. Nous ne devons pas laisser les coups de la vie prendre le lead de notre vie. Même si c'est difficile, nous devons trouver en nous le mécanisme de pouvoir les amortir et être aussi patient dans la quête du mieux-être. La patience est un chemin d'or, dit-on, n'est-ce pas? Et ce matin, pour nous accompagner, un groupe, un duo, nous le dira à sa manière. C'est en étant patient qu'on trouve une issue dans les problèmes où on se retrouve. Duo Landry Plus sur Soweto. Malgré les obstacles de la vie, je tiens toujours le coup. Je garde le même sourire. Malgré les obstacles de la vie, je tiens toujours le coup. Car je sais d'où je viens, où je vais. Et mes désirs vont se transformer en or. Un jour. Aujourd'hui pourrait être ton jour de chance. Désespère pas. Vise encore plus loin. Et accroche-toi à ce que tu sais faire. Fais-le avec amour. Car c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Non, non, non. Ton jour de gloire. Soweto est le monde en effort. Nous décidons quand même en Covid. Iwe nore, ono wa imo wa libre rencontre. Soweto est le monde en effort. Nous décidons quand même en Covid. Nino bioma udo Nise wesoke emi Unde babi de lebi Iwa Ijeme Odu Tulutoni Wiwa Do bentome Asea Ovie Soweto no montan jefo Esi Game Mako Dido Iwe Nore Ono Mo a libre rencontre. Soweto
Deux étincelles se sont rencontrées courant 2015-2016, je crois, à l'Institut français de Cotonou. Deux étincelles pour parler de ces deux voix qui se sont associées pour nous offrir Soweto, le titre que je vous propose en clip du jour sur TH Matin aujourd'hui. Deux étincelles, Landry Plus parce qu'ils s'appellent tous deux Landry. Landry Padonou, que vous voyez à la clarinette, qui fait du saxo, quoi encore, flûte et tout, et Landry Maïndé, lui qui est plus alerte sur de la guitare. Et depuis ces années-là, ils sont ensemble pour conjuguer leur savoir-faire pour le plaisir des mélomanes que nous sommes. Un plaisir que j'espère vous allez partager avec nous tout au long de ce deuxième numéro de la semaine de TH Matin. TH Matin, c'est un ensemble de rubriques. Voici la première. Elle voudrait, cette première rubrique, que nous allons découvrir les titres à la une des journaux parus au quotidien, et ce mardi 26 mars 2024. Vous la trouverez dans les kiosques avec différents titres. Pour ce qui nous concerne, l'actualité parlementaire, c'est la priorité. Et à la une d'un journal La Primeur, ce matin, on pourrait lire qu'à l'agenda du président de l'Assemblée nationale, il a eu à recevoir hier des dignitaires de Tron, Pétor, des cas à l'AFIA. Informe donc La Primeur, audience à l'Assemblée nationale. Le président Vlavono échange avec des dignitaires de Tron, Pétor, des cas à l'AFIA. Nous passons cette actualité parlementaire pour une autre. Il est annoncé depuis peu que d'ici là, les numéros de téléphone au Bénin passeront à 10 chiffres. Je crois, nous en sommes aujourd'hui à 8 chiffres. Nous passerons bientôt à 10 chiffres. Comme pour dire que le terrain est en train d'être balisé, on peut lire ce qui se fait, ce qui est attendu à un horizon donné. Et pour les chiffrages des numéros de téléphone au Bénin, Décryptage Info nous informe qu'en télécommunication au Bénin, le préfixe 01 du plan de numérotation activé le 30 novembre, il propose donc d'écouter ou de lire Hervé Gadegbe, le secrétaire exécutif de ARCEP Bénin, qui a donné des précisions à propos. Le journal, le quotidien L'Observateur en parle aussi. Télécommunications au Bénin, le préfixe 01 ajouté au numéro téléphonique dès novembre 2024. Un autre sujet que nous retrouvons à la une du quotidien du service public, La Nation, qui est allée à la rencontre des enseignants que nous désignons ici par AME pour les écouter, prendre leurs impressions après les mesures prises par le gouvernement. Que dit le journal La Nation, puisqu'il parle du journal du quotidien du service public, j'allais dire. La Nation écrit en manchette « Récentes mesures en faveur des AME, des aspirants au métier d'enseignant se prononcent ». Et au journal Diakpata d'aller dans le même sens. Après les mesures sociales au profit des AME, le reversement, la grosse attente, s'exclame Diakpata. Nous allons à la une du journal de Fraternité qui nous ouvre les frontières du Bénin pour nous laisser voir ce qui se passe au Sénégal. Vous le savez, les Sénégalais étaient aux urnes dimanche dernier. Les résultats commencent par tomber. L'opposition prend le pouvoir à Macky Sall et Fraternité consacre toute sa manchette à l'information élection de Bassirou Diomaye Faye. La rupture à la sénégalaise, le vent de la souveraineté et du panafricanisme souffle désormais au pays de la Teranga, écrit Fraternité. Au quotidien, L'Observateur d'écrire Sénégal, Bassirou Diomaye Faye élu président. Nous retrouvons la même information à la une, entre autres de La Primeur, qui en bas de une, titre Sénégal, la priorité de Bassirou Diomaye Faye, coût de la vie, refondation des institutions, réconciliation, corruption. Voilà pour les titres que nous vous proposons pour ces unes des journaux. Si Diomaye Faye au Sénégal a déjà ses priorités, nous, parmi nos priorités, au-delà des titres à la une des journaux, c'est également l'actualité parlementaire vue par la rédaction de Télévision Hémicycle, bien sûr. Je ne sais pas si c'est elle qui m'éblouit, Océane, parce qu'elle est comme un soleil sur le plateau qui se lève, je ne dirais pas à l'est ou à l'ouest, parce qu'elle est à ma droite. Océane Amoussou, l'éclat demeure. Toujours. Bonjour. Bonjour, Saturnin.
Quand on vous voit, on a le souhait, on formule l'ardent souhait que la journée nous soit si éclatante. Elle le sera. Amen. Si c'est vous qui le dites. En tout cas, les téléspectateurs prendront du plaisir à contempler cet éclat de ce soleil qui se lève sur TH Matin, en attendant de sortir de leur séjour, de leur salon, pour voir dans le ciel si le soleil est apparu. Si en temps le soleil n'apparaissait pas, mesdames, messieurs, contentez-vous de celui qui est sur le plateau, ce soleil, Océane Amoussou, sur le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de toujours prendre le rendez-vous pour les informations parlementaires. Hier, lundi matin, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience à son cabinet une délégation des dignitaires de Tronc Pétodika à Lafia. Ils sont venus discuter avec la première autorité du Parlement d'une cause qui leur tient à cœur. Ils l'ont expliqué à leur sortie d'audience. Le tronc est la divinité au-dessus de toutes les autres. C'est lui qui a permis aux divinités telles que le Sapata et j'en passe de s'élever. Mais nous avons célébré le 10 janvier cette année et nulle part nous avons entendu prononcer le tronc. Personne n'a parlé de nous. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes venus voir l'autorité pour lui demander humblement comment faire pour qu'on puisse nous connaître et reconnaître que c'est nous qui gardons le pays en fait. Le président nous a bien reçus, il a bien discuté avec nous et il nous a rassurés que ça ne serait plus comme cela pour les prochaines fois. Il nous a donc promis mener des démarches adéquates pour nous aider. D'une audience à une autre, la semaine dernière, l'ambassadrice du Venezuela près le Bénin, en fin de mission, était également au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Elle est venue faire le point de la coopération interparlementaire entre les deux pays. Après elle, le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen a été aussi reçu. Latif Ouboni et Octave Adjou. Hélène Teresa Orsini Pic est en mission au Bénin depuis 5 ans. La chef de la représentation vénézuélienne au Bénin est en fin de mission. Son tête-à-tête avec le président du Parlement a forcément des connotations de bilan sous fond de nostalgie d'une collaboration parfaite entre Caracas et Porto Novo. On a échangé sur la coopération entre les deux parlements, l'Assemblée nationale de la République du Bénin et l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela. Comme vous le savez, nos deux pays ont des bonnes relations depuis longtemps et en cette occasion, je viens à témoigner et à remercier tout l'accueil chaleureux de tous les pays, de toutes les autorités, et spécialement de l'autorité, de son haute autorité en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Mon passage pour ici, pour venir depuis 5 ans, est un bilan. Je peux faire un bilan positif et je peux assurer que la coopération entre les deux assemblées nationales, entre les groupes parlementaires d'amitié des deux pays, ce sera une bonne chose dans l'avenir proche. Je pense que le président a montré son satisfaction pour la manière en que nous avons réussi les différents projets de coopération qu'on a identifiés pour accomplir. We move next. Le Parlement européen compte 22 commissions et sous-commissions. Celle que dirige David James McAllister est chargée des affaires étrangères. Sa rencontre avec Luc Bernouf-Lavounou a eu pour principaux sujets la coopération interparlementaire et la démocratie. Je suis entretenu avec lui sur cette question. Donc, la question principale était donc comment est-ce que le Bénin gère la démocratie, comment est-ce que le Bénin donc gère les questions politiques entre les groupes politiques ici au niveau de l'Assemblée nationale et qu'en est-il donc de l'hémicycle qui est en construction, en quel moment ce sera prêt, donc comment est-ce qu'ils vont donc prendre possession de ce joyau. J'ai l'immense honneur de parler avec lui de long en large. C'était une ambiance plaisante. J'étais très content d'avoir parlé avec lui. David James McAllister est un eurodéputé allemand. Son passage et ses échanges avec le président de l'Assemblée nationale redonnent du peps à l'axe Bruxelles-Porto Novo.
En Guinée équatoriale, le Parlement de communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a bouclé sa première session extraordinaire de l'année 2024 le 14 mars dernier. Ceci après 15 jours de travaux. Voici le point fait par nos confrères de Gabon Télévision. C'est en présence du président de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Balthazar Ngonga Idjo, que le patron du Parlement de la dite communauté, l'honorable Évariste Ngamana, a présidé la cérémonie solennelle de clôture de la première session extraordinaire 2024 de l'institution dont il a la charge. Une session marquée essentiellement par l'examen du rapport sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté, ainsi que la poursuite des travaux de l'examen du projet de budget de la commission pour l'exercice 2024 en vue de son adoption. L'adoption de ce budget robuste et équilibré par le Parlement prouve à suffisance notre ferme détermination à aider la commission de la CEMAC à promouvoir une gestion financière transparente et responsable des ressources de notre communauté en vue de répondre aux besoins justifiés de nos citoyens. Cette plénière a été aussi l'occasion pour le président Ngamana de faire un tour d'horizon sur l'actualité politique et sociale et de saluer les récents réajustements survenus au sein de certaines institutions de l'espace sous-régional. Nous notons la présence d'un représentant de notre Parlement au sommet des chefs d'État en vue du transfert de la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la République de Guinée équatoriale à celle de l'Angola, conformément au texte régissant la CEEAC. Nous nous réjouissons également de la réintégration de la République gabonaise au sein de la CEEAC. Au moment où cette session extraordinaire s'achève et face aux difficultés de fonctionnement que rencontrent les différentes institutions de la communauté, le président du Parlement de la CEMAC a exhorté les députés communautaires à poursuivre les plaidoyers au niveau de leurs États respectifs en vue de la mobilisation et de la mise à disposition de la TCI, la taxe communautaire d'intégration. Vous le savez, chers téléspectateurs, le 24 mars dernier était le dimanche des rameaux pour la communauté chrétienne, un jour festif qui permet aux fidèles de se rappeler les moments de gloire et de triomphe de Jésus-Christ avant sa passion. Et chaque année, le dimanche des rameaux intervient à une semaine exactement de la Pâque avec un symbolisme très important. Gilles Christ Achili nous le rappelle. Que ce soit au Vatican avec le pape, chef de l'Église catholique universelle, ou ailleurs dans le monde, la célébration du dimanche des rameaux tient sa source des textes bibliques. L'Évangile dit ceci: 6 jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule l'acclame lors de son entrée dans la ville. Et ce jour-là, en l'acclamant, les gens avaient dans leurs mains des rameaux. Ils étaient heureux de voir rentrer dans cette ville Jésus. C'est un dimanche pas comme les autres où domine le rouge dans les vêtements et décorations des églises, avec surtout des rameaux dans les mains des fidèles dans une procession inhabituelle. Une commémoration liturgique vivante des événements passés. L'Église ne vit pas les événements comme des faits passés, mais l'Église actualise tout ce qui est en fait passé. Jésus est né, ce n'est pas comme un événement, le roi Béhanzé est né en telle année, bon voilà, on se rappelle simplement, non, nous revivons cela. Et pour revivre les faits vécus par le Christ 6 jours avant Pâques, plusieurs activités spirituelles sont menées dans l'Église. Au dimanche des rameaux, l'effervescence est de mise, avec des chants qui clament gloire et honneur au Créateur, comme il y a plus de 2000 ans à Jérusalem. Plusieurs fois, les gens ont voulu faire du mal à Jésus. Un jour, il a chassé les vendeurs du temple. Et les gens étaient tellement furieux, mais personne n'a pu mettre la main sur lui. Un jour, on l'a fait monter jusqu'en haut d'une montagne pour le faire précipiter. On dit, personne n'a pu mettre la main sur lui. Donc, plusieurs fois, les gens ont voulu mettre la main sur lui, mais ils n'ont jamais pu le faire. Alors, le jour des rameaux, nous voyons Jésus-Christ qui rentre dans toute sa gloire dans la ville de Jérusalem, où il sera tué.
Et au moment où il marchait, les gens cherchaient déjà à le tuer. Mais les gens ne pourront pas mettre la main sur lui. Alors ça a été la manifestation, ou si vous voulez, l'ultime manifestation, la dernière manifestation de la toute-puissance de Jésus-Christ. Avant qu'il nous dise, maintenant là, vous pouvez me tuer. Donc le dimanche des rameaux, c'est pour nous en même temps la manifestation de la toute-puissance, ou l'ultime, la dernière manifestation de la toute-puissance de Jésus-Christ, avant qu'il ne se laisse entre les mains des hommes. Chaque année, les chrétiens catholiques célèbrent la fête des rameaux avant de rentrer dans l'ultime semaine d'avant Pâques. Une semaine appelée la Semaine Sainte, avec au cœur d'intenses activités spirituelles et de recueillement pour les fidèles dans la consolidation de leur foi. C'est sur cet élément empreint de sainteté que je repasse la parole à Saturnin Djossou pour vous conduire. Évangile de la sainteté selon la rédaction de Télévision Hémicycle, chapitre Océane, verset TH matin à bulletin d'information. Exactement. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Vous étiez à la messe dimanche dernier pour le dimanche de la mort? Bien sûr. Ah. À ne jamais rater. Quand Océane affirme comme ça, il faut aller chercher. C'était quel vous étiez sûr? Saturnin. Bon. Vous venez de finir un bulletin d'information. Vous êtes journaliste. Donc c'est crédible ce que vous dites. Bien sûr, c'est crédible, mais vous savez que je ne suis pas obligée de révéler mes sources. Désolée. Bon, il y a Louis Alirono qui voulait enfoncer le clou. Il demande quel est l'évangile qui a été lu le dimanche dernier. Dis-lui de passer à mon inbox, je vais lui répondre. Que tous les téléspectateurs passent alors dans votre inbox. S'ils veulent. De toute façon, la rédaction de Télémusique, c'est comme une église. Hein. On y célèbre différentes messes et Océane fait partie des célébrants. C'est ça, non? Oui, exactement. Là-bas, on n'a pas besoin de Bible, du clomotopage. Il nous attend notre invité du jour, mesdames, messieurs. Vous avez entendu dire récemment, suite à des recours déposés devant sur la table de la Cour constitutionnelle, que le code électoral voté à l'Assemblée nationale, la copie transmise à la Cour, ne serait pas authentique à celle sortie de la plénière de ce 5 mars 2024. Est-il possible qu'un test sorti de plénière, voté par les députés, subisse certaines modifications, puisse être dénaturé? Est-ce que la procédure législative qui suit le vote des tests en plénière permet à ce qu'on puisse en arriver là? Nous sommes allés vous rencontrer, pour vous dire que nous avons invité pour vous le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale, Olusegun Tidjani Serpos, qui est avec nous, il est notre invité du jour. On le retrouve juste après ceci. Pendant qu'elle examinait les recours déposés devant elle contre un nouveau code électoral voté à l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle a dû interpeller l'Assemblée nationale sur l'authenticité du texte qu'elle a reçu. La copie ne serait pas conforme à celle sortie de la plénière du 5 mars dernier. De quoi faire peser un doute sur la crédibilité des travaux d'après-plénière qui poursuivent, je dirais, la procédure législative. Est-il possible qu'un texte de loi adopté à l'Assemblée nationale sur son parcours vers la Cour constitutionnelle subisse une quelconque modification? Comment l'Assemblée nationale se défend-elle face à de telles accusations? Et pour éclairer l'opinion publique, je reçois Olusegun Tidjani Serpos, il est directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale du Bénin, donc en sa qualité de représentant de l'administration parlementaire, pour nous donner plus de précisions sur ce qui se fait après la plénière dans la procédure législative. Bonjour à vous, Olusegun Tidjani Serpos. Bonjour Saturnin, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je rappelle encore que vous intervenez sur ce plateau en qualité de directeur des services législatifs. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi certainement cette actualité à la Cour constitutionnelle qui a fait donc amener notre représentant de l'Assemblée nationale, notamment le conseiller technique du président de l'Assemblée nationale, à donc répondre aux conseillers à la Cour constitutionnelle sur le dossier. Dites-nous, de l'adoption d'un texte de loi à sa promulgation, quelle est la suite de la procédure que suit le texte? Ok, merci Saturnin.
L'adoption d'un texte de loi n'est qu'une étape de la procédure législative. C'est l'une des étapes terminales, mais ce n'est pas l'ultime. Avant que le texte ainsi adopté ne sorte de l'Assemblée nationale, il faut qu'il recueille la signature du président de l'Assemblée nationale. Et avant cette étape, l'administration parlementaire se retrouve, en vertu d'une décision que le président de l'Assemblée nationale a prise en 2020, en ce que nous appelons à l'interne le comité de relecture. Ce comité est composé de techniciens, aussi bien de l'Assemblée nationale que d'experts de la question adoptée. Généralement, nous faisons appel au ministère initiateur. De temps en temps, nous sollicitons aussi les services de personnes extérieures dont l'expertise peut nous aider à comprendre ou éclairer le texte. La mission de ce comité n'est absolument pas, et j'insiste dessus, absolument pas de légiférer après le législateur, mais plutôt d'enlever du texte les imperfections de forme et de relever éventuellement ce que nous considérons ou nous envisageons comme des difficultés potentielles d'application. Lorsque le comité travaille, il repasse le texte en revue, article par article, relève les contradictions éventuelles lorsque cela n'a pas été fait dans le travail préalable à la plénière, dit son avis technique sur les dispositions qui pourraient avoir une influence sur les textes déjà existants et transmet à l'issue de tout cela un rapport ou un compte-rendu selon le cas au président de la commission qui a été saisi quant au fond de la matière objet de la loi. Le président, lui, quand il reçoit ce document en format numérique, puisque nous travaillons sur des fichiers Word, en suivi des modifications, lorsque le président reçoit, il passe en revue le texte, voit ce que le comité a proposé, le comité n'impose rien du tout, valide selon le cas ou infirme certaines des propositions, prend connaissance du compte-rendu et a un document interne qu'on appelle l'avis de conformité qui existe déjà depuis la 5e ou la 6e législature pour dire le texte que vous vous apprêtez à soumettre à la signature du président de l'Assemblée nationale est conforme à celui qui a été adopté en plénière. Le président de la commission saisie quant au fond étant le mieux placé pour savoir si les amendements validés ont été réellement pris en compte et ont été intégrés de façon loyale. Sur cette chaîne-là, le président de la commission a donc le pouvoir de contenir certains élans que les techniciens pourraient avoir, mais que nous nous gardons d'avoir. Au-delà, le président de l'Assemblée nationale reçoit quoi? L'exemplaire du texte tel que sorti du comité de relecture et passé par la censure du président de la commission permanente, plus le compte-rendu ou le rapport du comité de relecture, plus l'avis de conformité du président de la commission saisie quant au fond. Et c'est sur la base de ces éléments que le président de l'Assemblée nationale appose sa signature. C'est la raison pour laquelle on peut être confortable. Lorsqu'un texte parvient au président de la République, il peut y avoir des modifications. On modifie la syntaxe, on modifie la numérotation des articles. La loi est votée. En temps, un amendement a été apporté pour ajouter un article. Un autre amendement a été apporté pour supprimer un article. Ce qui fait que le nombre total d'articles à la fin demeure le même, mais la numérotation peut changer selon la position des articles. On a voté un texte de loi qui a des dispositions pénales. Ce texte prévoit les infractions, mais n'a pas prévu les sanctions quant à ces infractions-là. Le comité relève ça, marque ça dans son compte-rendu ou son rapport pour exploitation ultérieure parce que les Béninoises et les Béninois ne le savent peut-être pas, mais le président de la République, lorsqu'il reçoit un texte de loi comme ça, a la possibilité d'en demander une seconde délibération s'il n'est pas prêt à le promulguer. Donc, lorsque nos observations parviennent à acquis de droit, cela peut, selon le cas, ça arrive assez rarement, mais ça arrive quand même, susciter un retour du texte pour une seconde délibération. À l'étape où le président de l'Assemblée nationale a signé le texte de la loi tel qu'adopté, cela arrive à la présidence de la République. Nous avons des vis-à-vis là-bas
à qui nous transmettons, outre la version physique signée du président de l'Assemblée nationale et paraphée des techniciens que nous sommes, la version numérique Word, en suivi des modifications, accompagnée d'une version PDF qui fige le texte dans son aspect tel que transmis à la présidence de la République. Tout ça passe aussi de traçabilité. Nous sommes en pourparlers avec les collègues de la présidence de la République pour que dorénavant, leurs observations à eux, puisqu'ils doivent passer le test en revue avant de le soumettre à la promulgation du président de la République, leurs observations soient portées non plus sur des feuilles de papier avec un retour physique, mais sur le même document Word, toujours en suivi des modifications pour maintenir une traçabilité de qualité. Cette démarche est en bonne voie, mais n'a pas encore abouti, mais nous permettra de savoir à chaque étape du processus qui a fait quoi sur le document tel qu'issu du vote des députés à l'Assemblée nationale. Pour finir, le texte de loi est voté. Il n'y a pas un deuxième législateur après le législateur. Mais le texte subit quelques retouches de forme et fait l'objet d'observations qui peuvent avoir trait au fond. Ces observations n'affectent pas la substance du texte. Et par conséquent, je puis garantir au peuple béninois ici présent, ainsi qu'à la communauté internationale, qu'à aucun moment nous n'altérons ce qui est adopté par les députés. À comprendre que le comité de lecture, c'est des modifications, on dirait, de forme, comme vous avez dit, des numérotations qu'on revoit et tout, et les observations qui sont faites par rapport au fond, c'est pour qu'en cas de lecture, de seconde lecture, que demanderait le président de la République, ça puisse vous servir de matière à discuter. Merci à vous pour cette précision que vous apportez, monsieur le directeur des services législatifs. Et je dirais, maintenant, à l'Assemblée nationale, ça quitte la présidence de la République, si ça n'a pas été demandé en seconde lecture, c'est que ça va à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. C'est bien... Ce n'est pas exactement ça. Il y a les textes qui doivent être impérativement soumis au contrôle de conformité à la Constitution, les lois organiques, les textes portant révision de la Constitution. Quant aux lois ordinaires, il n'y a aucun impératif. Le président de la République a la latitude de soumettre ou non ces textes-là à la Cour constitutionnelle pour contrôle préalable de conformité à la Constitution. Dans le cas de certaines lois, il le fait. Dans le cas d'autres lois, il ne le fait pas. Pour le cas d'espèce, puisque nous parlons du nouveau code électoral voté, comment l'Assemblée nationale peut-elle s'assurer que le texte qui est sur la table de la Cour constitutionnelle est authentique? J'ai dit tantôt que le président de l'Assemblée nationale transmet une version physique du texte sorti de l'usine parlementaire au président de la République. Ce texte-là est accompagné d'une version numérique Word en suivi des modifications et d'une version PDF qui fige le texte en l'état de sa transmission au président de la République. Il est paraphé page par page. Je parle de la version physique. Elle est paraphée page par page avant que cela ne soit soumis au président de l'Assemblée nationale. Et c'est cette version qui arrive sur la table du président de la République. Donc, la traçabilité est claire. Et quiconque a envie de s'assurer de ce que le texte n'a pas été défiguré peut avoir accès à ces différents documents de travail, mais également à ce qui fait le plus foi dans notre mission, c'est le compte-rendu intégral des débats parlementaires. Ce compte-rendu étant enregistré sur support audio, transcrit, révisé et envoyé aux députés à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions du règlement intérieur. C'est dire, je suppose, que le texte qui parvient, excusez que j'insiste à la Cour constitutionnelle, on vérifie si ça porte la signature du président de l'Assemblée nationale, comme vous l'avez indiqué. Et si c'est paraphé, page par page. Page par page. Donc c'est ça que la Cour constitutionnelle prend en compte. Oui. Vous avez suivi certainement devant la Cour la dernière fois cette accusation de ce que le texte qu'elle a ne serait pas conforme à ce que les députés ont adopté en plénière. Comment cela peut-il s'expliquer? Je pense que c'était une accusation de nature politique. Et dans mon office, je suis un technicien. Je ne me prononce pas sur les questions politiques. Je peux, de façon péremptoire, déclarer que nous ne défigurons pas les textes et que nous pourrions quand même
accorder un minimum de crédit aux techniciens qui font leur travail en toute transparence. Je peux également rassurer les Béninoises et les Béninois sur le fait que, une fois le test voté, très peu de députés y ont encore accès. Parmi ceux qui y ont un accès privilégié, il y a le président de la commission saisie quant au fond, il y a le président de l'Assemblée nationale qui est le premier des députés. Mais eux, ce n'est pas pour apporter des modifications, c'est pour s'assurer que le test qui sera transmis au président de la République pour promulgation est conforme à la volonté de leur père député. Est-ce que dans le processus, vous n'avez pas dit ça tout à l'heure, je pose la question quand même, est-ce qu'il est prévu ou est-ce que l'Assemblée nationale, en transmettant le test qui sort de l'Assemblée nationale à la présidence de la République, est-ce que l'Assemblée fait ampliation à la Cour constitutionnelle? Non. Non. L'interlocuteur principal de l'Assemblée nationale en matière de vote d'une loi dans une procédure ordinaire, c'est le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale ne transmettant un test au président de la Cour constitutionnelle que si, passé les délais normaux de promulgation, le président de la République ne s'exécute pas. Et pour rendre la loi exécutoire, le président de l'Assemblée nationale peut, en ces circonstances, saisir le président de l'Assemblée nationale pour faire déclarer la loi exécutoire. Il y a des mesures qui sont prises, comme vous l'avez indiqué, on pagine, on signe le président de l'Assemblée nationale, page par page, et tout ça, mais on fait foi que c'est ça qui parviendra à la Cour constitutionnelle. Mais de quelle autre voie dispose l'Assemblée nationale pour s'assurer qu'effectivement, le texte qui quitte la présidence pour la Cour constitutionnelle est celle-là dont les pages ont été signées, comme vous l'avez dit? La mission de l'Assemblée nationale est telle de policer le gouvernement ou bien de voter la loi et de s'assurer que la loi promulguée est conforme à la loi qu'elle a votée. Moi, je pense que à chaque étape de la procédure, il faut être sérieux. L'Assemblée nationale a voté la loi. Les services techniques ont relu la loi, se sont assurés qu'il n'y a pas trop de coquilles dedans parce qu'il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Se sont assurés que la loi, une fois promulguée, va bien vieillir parce que c'est à cela que sa qualité s'apprécie. Quand elle transmet au président de la République, elle attend sagement que lui, il fasse la part qui lui revient. Entre-temps, ceux des députés qui pourraient ne pas être satisfaits de la loi telle qu'adoptée ont la prérogative constitutionnelle de saisir la Cour. Et ça, ce n'est pas l'institution parlementaire, c'est le député en tant qu'élu, intuitu personne. Donc, nous, on attend juste qu'on nous demande, êtes-vous sûr que la version transmise par le président de la République est celle qui est sortie de vos locaux? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, on peut s'en assurer. Parce que la nôtre de version physique est paraphée page par page par les services techniques et signée du président de l'Assemblée nationale. Les services de la présidence de la République, quant à eux, font des travaux ultimes de mise en forme. Et au niveau de la page, de la première page, puisque ça part d'ici avec le thème de l'Assemblée nationale, et au niveau de la dernière page, puisque ça recueille la signature du président de la République et le contre-seing des ministres concernés. Donc la présidente de la République ne travaille que sur ces deux aspects. Quand elle fait des observations de forme ou de fond sur le support du test, la procédure actuelle consiste à renvoyer ces observations à l'Assemblée nationale pour prise en compte, nouveau paraphe, nouvelle transmission. Mais comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes en train de travailler pour dématérialiser tout ce processus qui est un peu lourd et fastidieux, afin qu'à chaque étape du processus, cela se fasse par les voies numériques, que chacun assume la part de responsabilité qui est la sienne avant que le test ne soit paraphé, signé du président de l'Assemblée nationale et transmis à la présidence de la République qui aura déjà en amont fait le pré-mâchage technique afin d'accélérer la procédure de promulgation lorsque c'est le cas, ou de soumission à la Cour constitutionnelle lorsque c'est le cas. Lorsque, malgré toutes ces dispositions prises, on se retrouve dans un cas de contestation de l'authenticité du test, quelles sont les voies de recours dont dispose celui qui conteste devant la Cour l'authenticité du test voté à l'Assemblée nationale? Les voies de recours, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Nous sommes devant la Cour, je suis député, la Cour, j'ai saisi la Cour
en tout cas contre un test. La Cour me sort un test, je dis que non, ce n'est pas la copie que nous avons votée à l'Assemblée nationale. De quelle voie de recours je dispose pour essayer de vérifier tout ça, ou pourquoi pas, s'il y avait raison? Il s'agira de mettre la Cour en mesure d'apprécier si la version qui lui est soumise est la bonne. Le député va sortir la version adoptée, peut demander à tout moment, et cela lui est loisible, l'enregistrement audio des débats, ainsi que la transcription, le compte-rendu intégral de ces mêmes débats. Ah, est-ce que telle chose a été dite, est-ce que telle autre n'a pas été dite? Supposons qu'un député conteste le libellé de l'article 3 de la loi concernée. La version votée, c'est la présente loi qui sera publiée au journal officiel, sera exécutée comme loi de l'État. Et que l'article 3 de la version soumise au président de la République soit ainsi libellé. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Vous verrez que la mention de la publication au journal officiel aura été retirée du texte. Est-ce que ça affecte la validité du texte? Non. Est-ce qu'on a besoin de mentionner que ce sera publié au journal officiel? Non. Parce que la publication au journal officiel est une étape fondamentale pour le caractère opposable, pour que la loi soit opposable aux citoyens. Elle a beau être en vigueur, si elle n'est pas publiée, portée à la connaissance de tout le peuple béninois, elle ne lui sera pas opposable. Donc, les nouvelles démarches en matière de légistique, qui est la science de la préparation des actes normatifs, la nouvelle démarche consiste à ne pas alourdir le test indûment. Lorsque le député a voté la loi en précisant qu'elle sera publiée au JO avant de mettre la mention de son caractère exécutoire et que les services techniques ont supprimé cette mention en suivi des modifications, que c'est passé par le filtre du président de la commission, que c'est passé par le filtre du président de l'Assemblée nationale, que c'est passé ensuite par le filtre et du secrétariat général du gouvernement et de la cellule juridique de la présidence de la République. Chaque étape étant sanctionnée par des documents écrits, des comptes rendus et surtout un suivi des modifications dans le texte, je doute que quelqu'un puisse s'amuser à défigurer ou à trahir la volonté du législateur. Je répète, on peut avoir des modifications. Elles sont de pure forme, elles n'affectent pas le fond. Si dans le corps du test, on dit le blanc bonnet de M. Dupont et que pour des raisons de clarté et de simplicité, nous proposons le bonnet blanc de M. Dupont, nous n'avons absolument pas défiguré le texte. Et en faisant cela, une fois encore, le texte en suivi des modifications est là pour faire foi de la version originale et de toutes les modifications qui ont été apportées. C'est vous dire que nous tirons un grand parti des technologies qui nous permettent de savoir qui a fait quoi, à quel moment et où. Merci à vous, Olusegun Tidjani Serpos. Je rappelle, vous êtes le directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale. Sur ce plateau, vous avez représenté l'administration parlementaire sur la procédure après le vote d'un test en plénière. Ce qui se passe jusqu'à la Cour constitutionnelle, j'espère que les téléspectateurs vous auront compris. Merci d'être passé sur TH Matin. Merci Saturné. Nous sommes à la disposition du peuple béninois pour mieux expliciter les différentes étapes du processus. Ils ont le droit de savoir et nous avons le devoir de porter l'information à leur connaissance. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette page invitée, la suite de cette émission. Malgré les obstacles de la vie, je tiens toujours le coup.
Et nous gardons le même sourire pour la suite de cette émission. Il est en plateau déjà avec moi, Polo Aounou. C'est le dernier tournant de TH Matin chaque jour, sauf vendredi. Polo, bonjour. Sartine Yossou, bonjour. Et chers amis internautes et téléspectateurs, je vous dis bonjour. Et nous allons directement sur la toile. J'avais essayé de faire une analogie, établir une ressemblance entre les lunettes que vous avez portées et les lunettes que porterait Diomaye Faye au Sénégal. Je me demanderais si derrière la tendance qui a commencé par ici, vous n'êtes pas candidat en tout cas. Je ne suis candidat à rien. Et comme ça, pour le moment. Le Sénégal qui fait parler de lui. Et oui, et oui. Et Bassirou Diomaye Faye, il n'a que 44 ans et je puis vous le dire, sera investi président de la République du Sénégal. En attendant, bien évidemment, les résultats de la Sénat version Sénégal et de la Cour constitutionnelle, il sera investi président, puisque son challenger direct l'a déjà appelé. Le président Macky Sall également a mis sur sa page Facebook un message pour reconnaître la victoire de celui qu'on peut désormais appeler le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. De la prison à la présidence. Et oui. Et moi, la fidélité, la loyauté à payer pour ce jeune monsieur qui a consacré toute sa jeunesse à servir son mentor, qui est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, empêché d'être candidat, a désigné celui qu'on peut appeler son petit et pour être candidat du parti que les deux ont créé en 2014 ensemble. Il a remplacé en tant que syndicaliste quand Ousmane Sonko quittait le ministère des Finances. Et voilà, celui-là aujourd'hui est devenu président de la République. Je me rappelle de ce slogan quand les deux sont sortis de la prison. J'ai suivi comme tout le monde sur Internet, les deux ensemble, ils disent Ousmane, c'est Faye. Faye, c'est Ousmane. Ça veut dire que les deux sont pratiquement les deux faces d'une même monnaie. Alors, on va sur la page de RFI qui a titré « Au Sénégal, les résultats officiels de l'élection présidentielle qui se déroulait ne sont pas encore connus. » Mais Amadou Ba, le candidat du pouvoir, a reconnu sa défaite. Ce lundi, il a appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter de sa victoire. Pour s'en convaincre, nous irons également sur la page du président sortant Macky Sall qui met ceci comme message. Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur Bassirou Diomaye Faye. Que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Et puis plus tard, Amadou Ba également qui met au regard des tendances des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout-Puissant de lui accorder l'énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais. En image, le président élu du Sénégal, on peut commencer par le dire en attendant les chiffres, les résultats officiels. Et 44 ans, vous l'avez dit, c'est la jeunesse qui prend le pouvoir. Peut-être que ça va faire réfléchir pour la prochaine présidentielle et qu'il aura les parrains nécessaires ici au Bénin. Les commentaires. Sur la dernière image, je ne sais pas si vous la voyez déjà, voilà le président qui a présenté d'ailleurs le dernier jour de campagne, il a présenté ses deux épouses au peuple sénégalais. Voilà, celui-là qui incarne même les valeurs culturelles du Sénégal parce qu'il est musulman fervent et du coup il n'a pas à se cacher d'être polygame. Voilà. Quadio Pierre Paul Adam qui met « Le Sénégal montre ainsi la voie à toute l'Afrique noire francophone, des hommes forts avec des institutions fortes afin de permettre au peuple de s'exprimer en toute responsabilité sur le choix de leurs dirigeants. » Sergino Adodovi qui met « Macky Sall a vraiment mis son candidat en difficulté avec son intention de repousser les élections.
Voilà les dégâts. Si c'était chez moi, les militaires, les blindés seront postés à chaque coin de la ville. Une bonne leçon de démocratie. Jarnet Monianga qui met de la prison directement à la présidence de la République. Félicitations au président Bassirou Diomaye Faye. Et puis Richard Ngabonziza qui met le pire, ce n'est pas le fait de tomber, mais l'important c'est savoir se relever. Félicitations au président Faye qui vient d'accomplir l'exploit de sortir de la prison pour le palais. Et mes félicitations au président sortant qui vient de relever le défi de sortir par la petite porte en concédant sa défaite avec un minimum d'élégance, car connaissant l'homme, ce n'était pas acquis d'avance. Ah oui, de toute façon, tout finit bien du côté du Sénégal. On avait peur quand des situations commençaient par se poser. Quand ça s'achève comme ça, en beauté, c'est la victoire de la démocratie. Et chapeau aux Sénégalais qui ont quand même montré la voie des urnes comme étant cette voie par laquelle on peut faire changer les choses au-delà de tout. Nous parlons à présent, nous revenons au Bénin. Oui, on revient au Bénin, parce que vous savez, depuis le 1er mars de cette année, la police républicaine a lancé une opération de répression. Et nous constatons sur le terrain que les ailes que le porte-parole de la police républicaine avait dénoncées, il avait mis en garde ses collègues par rapport aux ailes. Et nous constatons malheureusement que sur le terrain, il y a de ces agents des forces de défense et de sécurité, je parlais surtout de la police républicaine, qui font preuve de zèle sur le terrain. Et puis, dans la foulée, le week-end dernier, la police républicaine a sorti un communiqué demandant à la population de dénoncer les actes de violence dont ils seront victimes par les agents par les agents de force de la police républicaine. C'est Serge Novillon qui met sur sa page Arlette. Violence inutile contre les usagers de la route et persistance des actes de rançonnement lors de la campagne de répression des infractions au cours de la route. Vous êtes victime de violence de la part des policiers, vous êtes victime d'actes de rançonnement de la part d'agents de la police républicaine. Prenez note, le numéro appelé le 166 ou le 21 31 34 81 pour vous plaindre. Je répète, le 166 ou le 21 31 34 81. Nous allons lire en substance le communiqué de la police républicaine qui dit: il revient de façon récurrente au directeur général de la police républicaine que certains fonctionnaires de police, lors des opérations de répression des infractions du code de la route, s'écartent délibérément des prescriptions de la hiérarchie, soit en exigeant des contrevenants le paiement des frais de manutention des engins ou véhicules mis en fourrière, soit en leur proposant de les aider à payer la contravention via leur propre téléphone portable, ou encore en transigeant directement avec eux pour leur éviter la procédure prescrite en la matière. Ces agissements sont attentatoires aux prescriptions les plus élémentaires du code d'éthique et de déontologie, ainsi qu'aux instructions de coordination édictées dans le cadre de cette opération d'envergure nationale. C'est pourquoi le directeur général de la police républicaine rappelle aux citoyens que les frais de manutention, bien qu'imputables aux contrevenants, ne sauraient être perçus par les unités de la police républicaine. Aussi invite-t-il instamment les populations à dénoncer à travers les canaux habituels 166, 21, 31, 34, 81, tout acte ou tentative de rançonnement perpétré par les agents de la police républicaine en tout état de cause. Le directeur général de la police républicaine se désolidarise de tout acte de rançonnement et rassure la population que tout fonctionnaire de police qui se rendrait coupable des actes ci-dessus évoqués s'expose à des sanctions disciplinaires mémorables. La cellule de communication. Voilà. En commentaire, nous avons Paul Zinsou qui met beaucoup de policiers exagèrent. Effectivement. Hier, j'ai été victime, mais finalement, l'agent a regretté son comportement et s'est excusé. Ce qui se passe dans les villages sort du commun. Je passe par ici pour féliciter certains commissaires qui ne laissent pas leur personnel à la dérive. Arsène Rocco qui met vraiment, il y a de l'exagération dans cette affaire de répression. Commune d'Ifani, les policiers contrôlent le niveau de carburation d'un moto et défaut de chapeau, de valve, des roues, alors que tout ceci ne fait pas partie des infractions énumérées dans la répression. Il faut que la hiérarchie policière rappelle à l'ordre les flics sur le terrain. Je ne fais que lire les commentaires. Wessou Jacqueline qui met, même si on respecte le code de la route,
Une fois que je vois beaucoup de policiers sur la route, je tremble déjà. Car ce que tu n'as pas fait, ils disent que tu as fait. Une fois qu'on t'attrape, il faut que les policiers soient un peu gentils envers nous. Et puis Marius Ouessou qui dit, merci pour les avancées, mais quand on appelle ces numéros, c'est sans suite. Je prends par exemple la plateforme de dénonciation. Franchement, je n'ai pas la peine, puisque j'ai fait 2 à 3 fois une dénonciation par rapport à une société qui exploite ses agents. Or, cette société prend des marchés publics. C'est dommage de constater qu'on ne nous écoute presque pas. Du coup, moi, je regarde seulement. Et puis un tout dernier commentaire pour boucler avec ce sujet. Yasmin Kola qui dit, je crois que les aînés ont déjà dit ce qui est. À Porto Novo, précisément au commissariat du 2e arrondissement, les policiers déguisés en civil pour poursuivre dans les vents les paisibles citoyens pour défaut de casque. Tu es assis sur ta moto, sur le trottoir, je dis bien assis, pied à terre, on vient te prendre la moto que tu n'as pas mis ton casque. Et loin de là, toute moto arrêtée dans la commune de Porto Novo de jour comme de nuit, dans tous les postes de police n'est jamais restituée le même jour. On t'oblige à payer les frais de fourrière pour une moto qui n'a pas fait 72 heures ni 48 heures. Voilà pour ce qui est de ce sujet, un dernier que nous allons forcer la baraque un peu pour y aller pour l'Aounou, oui, qui est un sujet de débat, oui, le sujet posé. De faire à des sociétés, c'est un débat que posté sur la page de Canal 2 International. Le sujet est ceci. Garder sa virginité jusqu'à 25 ans. Honte ou gloire pour la femme. Garder sa virginité jusqu'à 25 ans. Honte ou gloire pour la femme. On peut voir le mécanisme peut-être d'avoir les avis de l'autre téléspectateur, mais pour le moment, on se contente de commenter sur la toile. Eh bien, c'est bien ça. Après, on prendra votre avis. Sterling Twentikeme, qu'on en vienne seulement à poster cette question montre le niveau de délitement moral de notre société. Évidemment qu'une femme non mariée qui est encore vierge à 25 ans, c'est une gloire pour elle. Et puis sort El Bibeg qui met, c'est une gloire autant pour la femme que pour l'homme. Ce n'est pas que à la femme de se préserver, mais à l'homme aussi. Car autant c'est une fierté pour un homme d'être le seul à connaître la nudité de sa femme, autant ça l'est pour une femme d'être la seule à connaître la nudité de son mari. Louis Cristobal Kimer continue de vouloir dévier les débats. Et c'est toi là même qui demande souvent à Dieu la grâce du mariage. Un jour peut-être, tu seras appelé à doter un homme, mais pour l'heure, réponds simplement à la question et encourage les femmes à préserver leur virginité. Puis Josué Kenfa Kassad qui met, ni moi et encore moins mon fils, n'allons épouser une fille de rue qui a perdu sa virginité au prix d'une bière, d'un chevet de mort ou d'une course sur moto ou d'un plat de pizza. Et puis Basta Kaira Idimo qui met, avec les guerriers qu'il y a ici au Cameroun, tu atteins même 20 ans vierge, c'est que c'est l'église qui t'a caché jusqu'à ne pas sortir. Voilà. Ah oui, il y a ces chiens d'attaque en ville qui poursuivent tout, qui défoncent tout et qui laissent tout comme ça en épave et qui s'en vont. Oui, mais avant de finir, nous allons changer un peu les rôles. Juste pour quelques secondes, je voudrais savoir si M. Sartini Diossou a gardé sa virginité. Bon, puisqu'il s'agit d'un homme, rester chaste jusqu'à l'âge de 25 ans. Chers téléspectateurs, vous pouvez venir vérifier. J'ai gardé ça. On va organiser une séance de vérification. Eh bien, c'est un débat. Polo n'y sera pas, c'est sûr. Qu'on doit prendre au sérieux. Et je pense qu'effectivement, une femme qui veut, qui se respecte, d'accord, qui veut que l'homme le respecte une fois marié, doit garder sa virginité. Je ne dis même pas jusqu'à 25 ans, jusqu'au jour de son mariage. C'est vrai que c'est difficile de nos jours, mais c'est ce qui est recommandé. Mais le demander aux hommes, je pense que ça va être un peu compliqué. Voilà pour l'avis de Polo. Faites le débat chez vous, mesdames, messieurs. C'est déjà tout pour TH Matin de ce mardi 26 mars 2024. Cette journée n'est plus vierge. Nous l'avons déflorée depuis quelques heures déjà. Bonne journée en compagnie de nos programmes.